Tout le monde, comment ça va? Alors, pourquoi je dis salut? Pourquoi je dis comment ça va? Deuxième partie, mais vous avez vu, j'ai pas le même t-shirt, c'est pas pour rien, comme j'ai dit. J'ai fait une bêtise et je suis pas très fort en raccord. Donc du coup, j'ai coupé la deuxième partie et du coup, on a dû retourner cette fameuse deuxième partie parce que en vrai, la première partie, il y a beaucoup d'informations, il y a vraiment de bonnes choses en fait dans la lecture de ce qu'on est en train de traiter. Et mais je pouvais pas liker, enfin mettre sur le internet cette vidéo sans la fin de vidéo parce que dans la fin de vidéo il y a aussi des informations très importantes. Donc du coup on va enchaîner directement sur les accusations mensongères. En même temps, je me remets dedans. Donc, juste pour balancer, comme j'ai pu faire là, bon, enfin bref, c'est pas grave, c'est trop tard, j'ai perdu, c'est de ma faute. Pour contrebalancer sur les accusations mensongères, au niveau des chiffres, on peut pas donner des chiffres exacts. Parce que il y a des différences entre les plaintes qui sont classées sans suite, les plaintes non prouvées et les fausses plaintes volontaires. Donc par rapport à ces choses-là, on peut pas dire exactement donner un chiffre exact d'accusation mensongère pour pas contrebalancer, pour mettre en face des chiffres des accusations qui eux sont avérées et qui sont de toute manière trop élevées. On va pas, il y a pas de débat là-dessus. Donc voilà pourquoi. Donc est-ce qu'on a un recours? Alors, on va reprendre le terme d'accusation mensongère. Moi, c'est un terme que j'utilise pas, puisque quand on dépose plainte, tout le monde a le droit de déposer plainte, quel que soit le motif de la plainte. Et en fait, c'est au service de police et de gendarmerie de mener leur enquête et d'avoir assez d'éléments pour renvoyer, on appelle ça renvoyer au tribunal ou en alternative aux poursuites, des procédures qui ont fait l'objet de plaintes en amont. Pour autant, au milieu de toutes ces procédures-là, il y a des fois où on peut pas prouver les faits. Il y a des fois où on n'a pas assez de preuves. Voilà, on a quelques-unes, on a quelques suspicions, mais en fait, on ne base pas un jugement sur des doutes ou sur des suspicions, on base un jugement sur des faits. Ce qui fait que, en fait, quand on parle d'agression, de plainte mensongère, j'allais dire d'agression mensongère, bon, c'est un peu lié. En fait, il y en a très très peu au niveau de la police ou de la gendarmerie. C'est quelque chose qu'on peut pas comptabiliser et c'est quelque chose qui n'est pas poursuivi en règle générale parce que c'est assez facile de prouver une accusation mensongère quand il n'y a pas de faits en fait, quand il n'y a pas d'éléments factuels dans la procédure. Pour autant, il peut arriver que des fois ça passe à travers. Malheureusement, ça peut arriver et du coup, on passe devant un tribunal. L'histoire du tribunal, c'est que c'est quand même un débat contradictoire. Donc c'est là où on peut emmener nos pièces aussi, c'est là où on peut dire en fait je suis pas d'accord avec ce dont pourquoi je suis accusé et on a des avocats qui sont là pour nous défendre et donc on n'est potentiellement pas condamné. D'autant plus que le tribunal, il faut bien faire la différence entre le tribunal et le commissariat. Ouais. C'est deux ambiances bien différentes. C'est pas les mêmes professionnels, puis c'est pas les mêmes objectifs. Hein. Ah, c'est pas le même objectif, c'est pas le même métier. Donc voilà, moi comme je le répète sur ce segment-là, je vais me censurer énormément. Par rapport à mon vécu, parce que d'habitude je mets beaucoup de cœur dans ce que je vis, etc. Mais là, je vais me censurer délibérément. Parce que je suis mais comme je dis depuis le début, je suis contre la violence conjugale, de toute manière, contre la violence des personnes, on va dire faibles, enfin vulnérables. De vulnérables, merci, contre cette violence-là, quelle que soit la violence. Donc par rapport à ça, je vais me censurer parce que justement, si j'ai une volonté de dire, vous savez, mais il m'est arrivé un truc injuste, si je vous dis, il faut faire ça, malheureusement, ça peut aiguiller des gens qui sont malveillants, entre guillemets, et qui peut utiliser ce chemin-là. Alors que ce chemin-là, c'est le chemin finalement, le seul chemin qui reste finalement à ceux qui sont accusés de façon faux, en fin de compte. C'est dur, juste les gens qui passent par là, c'est dur. Il faut s'accrocher. Et si vous êtes vraiment innocent d'y aller
à fond, au bout du bout, même si c'est compliqué et même si tout paraît contre vous, le seul moyen que vous avez, c'est d'y aller en fait, parce qu'à un moment donné, c'est leur métier. Faut leur faire confiance aussi, hein. C'est À un leur moment job, ils font ça donné, tous les jours. t'as beau faire le gars ou la meuf je vais réussir à contourner le truc, c'est leur métier les gars. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de boulot et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a des choses qui passent en dessous, c'est que il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail et puis il y a un principe de précaution. On est très frileux sur les violences conjugales, on prend énormément de précautions, on renvoie beaucoup de procédures de violences conjugales devant un tribunal ou devant un délégué du procureur. Parce que en fait, il y en a beaucoup et au milieu de ces beaucoup-là, et ben potentiellement demain il y a des féminicides en fait. Donc on estime ne pas devoir prendre de risques et que on n'a pas envie de faire porter ce risque-là sur la société non plus. Ce qui fait que effectivement il y en a qui passent à travers les gouttes, mais c'est quand même une infime partie de tout ce qui est déposé et de toutes les plaintes que les fonctionnaires reçoivent. À savoir, pendant l'année où ça arrivait dans mon histoire personnelle, justement, il y avait une femme de 34 ans qui était retrouvée dans sa voiture décédée au port. Et moi, ça m'avait choqué parce que comment moi je vis le truc, je me dis, j'étais en colère en fait. J'étais en colère. Bon, peut-être ma colère n'était pas bien ciblée, on va dire, mais j'étais en colère contre ces personnes qui d'une part qui créent ces violences-là, qui font ces violences. Mais t'étais en colère pourquoi? Pour les faits ou parce que ça se passait chez toi? Au port, les deux. Ouais. Oui, pour les deux. Pour les deux, pour les faits, parce que le fait que je me dis voilà, les gars, il faut qu'on arrête quoi. En tant qu'homme, en mode mec power, tu vois. J'ai dit c'est bon, ça des trucs qu'il faut arrêter. Le deuxième fait c'est que ça arrive, on se dit merde, les policiers au final ils ont pas pu intervenir et beaucoup se sont dit ils auraient pu intervenir avant, mais c'est facile, mais ils ont énormément de travail, donc là j'étais en colère aussi pour les gens qui font au final des fausses plaintes. Qui leur gaspillent leur temps entre guillemets parce que bien évidemment ils ont beaucoup de boulot qui de toute manière nécessite beaucoup d'implication, tu vois. J'étais en colère contre ça. Et 2, 3 parce que c'était dans ma ville et parce que c'était à La Réunion et que j'en avais marre de voir ce genre de ce genre de nouvelles, je vais dire nouvelles, ce genre de nouvelles, c'est juste ça. Et que ça arrivait à ce moment-là, donc du coup ça a fait un melting pot dans ma tête, un mélange qui a fait que j'ai pas aimé cette période. Des féminicides à La Réunion, il y en a 2 à 3 par an. C'est quand même énorme. On est le 2e département français et dom-tom sur les féminicides. C'est trop en fait. C'est vraiment trop. Donc du coup, ça nous envoie aussi sur le sujet qui va suivre, c'est le contexte réunionnais. Alors, je sais, et on pourra dire que je suis oreille et que je suis peut-être pas la mieux placée pour parler du contexte réunionnais concernant les violences. Je suis d'accord. Je n'ai pas le poids de l'histoire, moi, sur mes épaules. Je ne vis pas ce que les créoles peuvent vivre au quotidien sur les traumas qui ont pu être ceux du territoire, etc. Pour autant, les violences et toutes les formes de violence, mais particulièrement la violence conjugale, à La Réunion, elle s'explique par plusieurs facteurs et le facteur historique est un facteur majeur. Ce n'est pas une excuse, c'est une compréhension du contexte. Le fait est que La Réunion s'est construite dans la violence, que toute l'histoire qui en a découlé de l'esclavage, de l'engagisme, même de la départementalisation et aujourd'hui d'une période d'évolution, on va appeler ça comme ça, des mentalités, des mœurs et du territoire, fait que tout s'est construit dans la violence et par la force. Au niveau politique, tout autant d'ailleurs. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc en fait, La Réunion porte ça en elle. Donc forcément, les créoles qui sont nés ici, qui ont grandi ici, portent ça en eux, c'est intrinsèque. Je peux pas dire que c'est dans les gènes, je ferai du Sarkozy de 2007 en disant que la délinquance est porteur dans l'ADN, mais je suis pas d'accord avec ça, évidemment. Pour autant, ça fait partie de la conscientisation des violences, et ça, évidemment. Pour autant, ça fait partie de la conscientisation des violences, et c'est important de déjà le poser.
Voilà, faut pas que ce soit un tabou dans la violence. On sait ce qui s'est passé à La Réunion, on sait qu'il y a encore des traumas qui sont très très éveillés quand on parle encore des histoires de terrain, de famille, etc. C'est encore quelque chose qui est très très ancré, même dans les jeunes générations d'aujourd'hui. Ça fait partie du contexte de la violence et ça fait partie d'une des raisons, d'une des explications de la violence aujourd'hui. Et en vrai, comme tu dis, bon, moi, pour le coup, je suis légitime parce que c'est mon histoire. En vrai, cette violence-là, elle existe partout. C'est pas que à La Réunion, elle existe partout dans le monde. Maintenant, moi, comme je dis, ce qui m'intéresse, c'est l'île de La Réunion, c'est mon île, c'est mon histoire, c'est notre futur, c'est ça qui m'intéresse. Et oui, comme on dit, La Réunion a été créée par cette violence. Et le truc, c'est que il faut juste prendre conscience de ça. Je suis pas en train de dire fais ci, fais ça. C'est juste prendre conscience de ce truc-là. Pas se dire que, à la rigueur, si vous voulez, si ça peut vous aider, pas voir la violence comme quelque chose de mauvais, mais quelque chose de se dire, bah, ok, c'est en moi, mais parce que c'est pas parce que c'est en moi que ça peut me faire des mauvaises choses. Ok, j'ai conscience que je peux avoir cette violence-là du fait de mon histoire, mais le fait de juste de se le dire et de prendre conscience, votre manière d'agir inconsciemment va changer. C'est sûr. Et vos alertes aussi vont changer dans votre tête, en fait. Parce que le truc, c'est que tant qu'on se dit pas ça, il y a des choses qu'on peut se permettre dans la vie quotidienne. Et du fait qu'on ne s'alerte pas, ça va faire comment dire, ça va empirer de pire en pire, en fait. Là, comme on se disait aussi la dernière fois, c'est que des fois les Réunionnais, quand on s'engueule, on n'a pas conscience que la violence, c'est aussi la violence des mots. Et ça peut aller très loin. Et c'est une violence qui peut toucher aussi une famille. C'est pas juste une personne, c'est juste quand il va insulter toute la famille. Et ça revient à ce truc-là. Déjà, entre notre histoire, il est dur. Donc si on insulte la famille d'une personne, c'est aussi insulter son histoire. Donc on remet encore de l'huile sur le feu. On se rend pas compte à quel point. Alors il y a des gens qui vont dire oui, les Réunionnais, on est susceptibles. Je dirais pas les Réunionnais, je dirais que les descendants d'esclaves, on a une sensibilité qu'il faut qu'on ait conscience, qui est autre en fait. Une sensibilité ou une forme de colère aussi, ça dépend de quel prisme tu le vois. Mais pour le coup, tu parlais des violences verbales. Les violences verbales et les violences psychologiques, c'est reconnu aussi comme une forme de violence conjugale, au même titre que les violences physiques. Et pour le coup, les enfants qui sont témoins de ça et victimes de ça, on dit souvent que le stress post-traumatique d'un enfant victime de violence conjugale, ça équivaut à un enfant qui a vécu en temps de guerre. Donc il faut aussi prendre conscience de ça. Donc on est ok que les créoles ont un comportement qui ressemble à leur territoire, c'est-à-dire volcanique. Pour autant, il y a des répercussions à ce type de comportement-là et l'histoire et le comportement ne peuvent pas excuser la violence qui est celle d'aujourd'hui. Mais après, il n'y a pas que le facteur historique. Le facteur historique, c'est un point qui est, à mon sens, important, mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Il y a les facteurs individuels. Ce qu'on appelle le facteur individuel, c'est ce qui dépend de la personne. Donc, ça peut être des troubles psychiques, des troubles psychologiques. Mais ici, à La Réunion, c'est beaucoup des troubles liés à l'addictologie, à la surconsommation, à l'alcool, évidemment. Énormément. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le whisky, ici, l'alcool, le bu en premier sur La Réunion, alors qu'on est un territoire de rhum. Mais le rhum, ça en fait partie aussi. Le bourbognac, très belle boisson, en fait partie tout autant. Il faut le citer quand même. C'est assez majestueux. Mais il y a aussi les stupéfiants. Et les stupéfiants à La Réunion, il y a des stupéfiants qui n'existent pas sur d'autres territoires. Le doux, par exemple, c'est un stupéfiant qui est très très présent actuellement. C'est quelque chose que je ne connaissais pas encore il y a un an. Ouais, ça s'est beaucoup développé dans le sud, ça commence à remonter dans le nord, il y a un gros trafic autour de ça. Partout, ça équivaut au crack, une prise de douce et une prise de crack. Déjà, ça coûte énormément cher, mais en plus de ça, ça crée une dépendance très très rapide et ça crée des comportements violents.
Et c'est avéré dans plein de procédures, en fait, parce qu'il y a une prise de dos, du coup, il y a eu des comportements violents. Donc ça rend un facteur social. Ouais, facteurs sociaux, ouais. Après, il y a les facteurs culturels, donc tout ce qui est tabou, tout ce qui est domination paternaliste, domination des hommes sur les femmes, qui font partie vraiment de l'histoire de la Réunion pour le coup. Et il y a les facteurs, on va dire, plus territoriaux, les éloignements des services, l'éloignement, le non-accès aux droits, le non-accès aux services publics, le fait que dans les cirques, on n'ait pas accès à tout non plus. Donc voilà, il y a des territoires qui sont plus enclins à développer des formes de violence parce qu'ils sont entre soi, quoi. Ils sont dans un espèce de quelque chose d'enfermé. Alors ça, c'est ma réflexion, Ouais. qui dure depuis plus de 20 ans. Non, je suis pas si vieux que ça quand même. J'étais encore On va dire entre 10 et 15 ans, j'étais en train de réfléchir là-dessus. Quand tu parles de domination, en fait, c'est pas juste, pour moi, hein, c'est pas juste la domination de l'homme envers la femme, c'est la domination tout court. Ouais. Parce que j'ai l'impression que soit c'est l'homme qui veut dominer la femme, ou soit c'est la femme qui veut dominer l'homme. Et il y a, en tout cas ici à La Réunion, encore une fois, je parle à La Réunion parce qu'on vit à La Réunion, je vis à La Réunion, tu vis à La Réunion. Donc du coup, je vais pas, comment dire, je vais pas parler de notre territoire, en fait, je parle de ce que je vois. J'ai l'impression, c'est ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc de domination qui renvoie à notre histoire. Soit tu es dominé, soit tu es dominé. Bah, du coup, moi, je parle pas de domination masculine ou féminine, je parle de pouvoir hiérarchisé. Oui. Il y a toujours une hiérarchie dans la relation que tu as à l'autre, et à La Réunion, c'est encore plus fort de par l'histoire. L'esclavage, domination, colon sur les gens qu'on a emmenés de force ici, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est transmis dans les relations, et c'est transmis aussi dans les relations conjugales, du coup. Et se transmet en relation avec les enfants. Je vais juste mettre une phrase sur ce que tu viens de dire. C'est très intéressant dans le sens où, ok, les gars, domination égale colon. Maintenant, si vous voulez dominer, c'est que vous êtes des colons. Merci, au revoir. Désolé, hein, je suis peut-être dur. Donc oui, on est là tout le temps à se dire oui, mais les gars là-bas, ils ont des comportements de colons. Nous-mêmes en tant que Réunionnais, il y en a qu'on a des comportements de colons parce que on veut dominer les personnes qui sont en face de nous. Est-ce qu'on peut pas vivre juste ensemble en fait? Déjà de une, et de deux, je ne sais, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redirai, si je l'ai pas dit, je le redirai plusieurs fois. Personne n'appartient à personne. Donc à partir de là, voilà, je crois que dans le premier sujet, on a eu un bref moment, on avait parlé des téléphones, de tout ça, la vie privée de chacun, même si c'est sa chérie, même si c'est son mari, même si ça appartient chacun à sa vie privée, et on partage ce qu'on veut partager parce que ça s'appelle tout simplement la liberté. Ouais. Alors du coup, je rebondis là-dessus parce que mardi, j'étais en audience sur les violences conjugales justement. Et alors, je ne relève aucun secret. Hein. Il y a eu un article qui est paru dans Info 974. Donc, en fait, il y a un monsieur qui était auteur de violences conjugales qui expliquait qu'il se sentait responsable de sa femme. C'est un monsieur qui avait plus de 50 ans, qui était responsable de sa femme du fait qu'il était marié, et que dans le cadre de cette responsabilité-là, il avait le droit en fait finalement de la contrôler, de savoir où elle allait, de savoir ce qu'elle faisait, d'aller à son travail, vérifier qu'elle y était bien, etc. Et pour lui, il était créole à 100%. Le type de famille ne réitère pas ces faits-là. Tu vois, elle est là ta responsabilité en fait. Et en vrai, en ce qui nous concerne, notre génération, la génération d'avant, ceux qui vont et qui ont des enfants, je pense notamment commencer par effacer des petits traumas qui vous a dérangé quand vous étiez enfant. Par exemple, nous, à mon époque, la fessée, le fouet, tout ça, c'était tout à fait normal. Mais moi, dans mon éducation, j'ai enlevé ça de mon éducation. En fin de compte, j'ai jamais levé la main sur mes enfants. Et de toute façon, c'est interdit maintenant. Alors, légalement, c'est pas déjà que c'est interdit, mais c'est pas en mode waouh, je suis pas en train de dire je suis le meilleur. C'est très dur parce que ça demande beaucoup plus de patience, ça demande beaucoup plus d'explications. Quand moi-même je suis une personne qui a du mal à m'exprimer par rapport à comment dans ma vie en fait, comment ma vie c'est pas qu'une question d'éducation, c'est une question aussi dans notre vie. On n'a pas eu quand on était petit, c'est pas forcément par la parole qu'on réglait les choses ou quoi qu'est-ce. Donc ça demande un effort en plus, mais faites-le même si c'est minime. Là j'ai dit ça, mais ça peut être peut-être que vos parents vous ont pas accompagné dans votre sport par exemple, tu vois, mais là, vous allez voir vos enfants faire leur compétition. C'est un petit truc,
mais ça peut changer tellement de choses après. C'est Et apprendre à se être dire, parent différemment, mais voilà. il y a des lieux d'accueil, alors ça s'appelle des LAEP, lieux d'accueil parents-enfants, ça dépend de la CAF pour la plupart. Il y en a sur toutes les villes, et en fait, c'est des lieux où on accompagne les parents, on les écoute, on parle avec eux et on leur donne des petits tips pour mieux vivre leur quotidien de parents. Ok. C'est gratuit aussi. Ok. Plein de trucs qui existent. Oui, il y a plein de choses qui existent. Donc, du coup, contexte, mentalité, prévention. Alors, les actions efficaces, on a déjà fait le rôle de la société. Ah non, on était là-dessus. On était sur les préventions. Ouais. Quelles sont les actions efficaces? Oui. Alors, la prévention, c'est quelque chose qui est de notre responsabilité à tous. On peut mener des actions de prévention dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires. Il y a des associations qui viennent voir vos enfants scolarisés pour parler des violences, pour ouvrir la parole, pour parler du droit des femmes, etc. À La Réunion, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'associations qui interviennent déjà dans les écoles. Mais ça dépend aussi, la prévention, elle vient aussi des parents. Prévention, éducation. Et que du coup, accompagner les parents à mieux comprendre leurs mécanismes, c'est aussi aider les enfants derrière. Donc il y a aussi de la prévention à faire en fait à toutes les strates, on va dire, de la famille. Que ce soit, on pense souvent prévention chez les enfants, parce que c'est finalement c'est eux qui vont transmettre demain une nouvelle société. Mais en fait, la prévention, elle va aussi chez les parents pour travailler avec eux sur ce qu'ils doivent transmettre à leurs enfants. Alors, moi, ma mère, elle a oublié. Quand je lui parle de ça, elle a oublié. Mais par rapport à son éducation, c'était simple. Elle m'avait dit une fois, cette phrase-là, elle est restée martelée dans ma tête tellement. Elle m'a dit, le jour où tu lèves la main sur une femme, c'est moi qui t'ai mis au monde, je peux t'enterrer. Alors, c'est un peu violent. C'était violent, ouais, c'est violent, mais en vrai, c'est resté dans ma tête. Alors maintenant, on en rigole, bien sûr qu'elle va pas le faire, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut aller dans ce sens où la violence n'est pas ok, quoi qu'il en soit. Ah oui. En tant que quand on est parent d'un petit homme, d'un petit garçon, depuis petit, oui, mais elle m'a cherché, donc je l'ai tapé. Non, il faut pas être ok avec ça, même si son enfant a raison. C'est tout de suite, il faut les préserver de ça. J'ai un petit, qui joue au foot avec mon fils, tu vois, je vais pas. Voilà, il a une petite histoire comme ça, c'est au collège, c'est rien cette petite histoire. Et moi je lui ai dit, j'ai choqué dans ma manière de dire parce que il tient que j'ai confiance en lui et je lui ai dit, écoute, moi, les garçons qui lèvent la main sur les filles, hein, je calcule pas, j'ai pas confiance, j'ai pas. Et déjà c'est comme ça, tu prends conscience que c'est pas normal et je lui ai fait comprendre que écoute, lever la main sur une femme c'est pas ok et en plus quand tu vas grandir ça va être très compliqué pour toi si tu le fais, même si tu as raison, en fait, ça va être très compliqué pour toi. Et c'est là où c'est réel, en fait. Il faut juste se dire qu'à un moment donné, si on est parent d'un petit garçon, de lui prévenir que il y a certains actes que ce sera très compliqué pour lui de s'en sortir, même s'il a raison dans le fond. Donc voilà. Après, on parle de violence conjugale très tôt. Hein. Les premiers dossiers de violence conjugale, ils ont 13-14 ans, les jeunes. Hein. Ouais. Donc en fait, dès lors qu'il y a des violences dans un couple, quelle que soit la durée du couple et quel que soit le type de couple, ça s'appelle de la violence conjugale. Ça s'inscrit dans la même logique et tout ça. Tu vois, ça c'est un truc que tu vois, ce que tu viens de m'apprendre, hein, ça m'a fait tilt parce que... Donc, ça veut dire... Si j'ai 14 ans, 13 ans, 12 ans... Ouais, que tu tapes ta copine, ça s'appelle de la violence conjugale. Ça s'appelle de la violence conjugale et c'est... Et c'est puni par la loi. Okay. Après, les peines... Enfin voilà, il y a un code pénal pour les mineurs avec des peines adaptées et puis c'est du coup l'éducation et le préventif à en lieu et place de la sanction. C'est vraiment ça la dynamique du code pénal mineur, mais... En soi, c'est tout pareil en fait. Tu vois, par exemple, les 4e et 3e de l'école de ma fille, je les ai emmenés en audience violence conjugale. Ils sont venus voir des procès avec moi. C'est pas mal ça. Ils ont 15 ans, 14 ans. Et ils avaient plein de questions. Sur, mais il va pas en prison, mais pourquoi il ressort, il a tapé sa femme, mais comment on peut dire ça, etc. Et il y avait plus de garçons que de filles d'ailleurs dans ce groupe-là. Et ils avaient tous plein de questions. Donc c'est quelque chose les tribunaux sont ouverts en fait. Donc c'est aussi possible d'aller voir ce que c'est des audiences et ce que c'est des audiences de violence conjugale avec des vrais auteurs de violence conjugale, on va dire ça comme ça, et la sanction qui est appliquée, c'est des audiences qui sont pédagogiques.
Moi, un jour, j'aimerais bien interviewer un gars qui a fait de la violence, qui a fait de la prison, quel que soit le truc, mais un vrai gars, tu vois, qui me parle vraiment de, de ce que peut ressentir un être humain quand ça passe devant le tribunal ou quand ça passe devant la justice. Parce que je peux vous dire, faire le malin devant le policier, c'est une chose, mais déjà devant le tribunal, c'est autre chose. Et en prison, c'est encore autre Et chose. prison, c'est autre chose. Et si les gens qui ont parcouru tout ça, c'est un parcours très difficile, sont vraiment honnêtes, je pense qu'il y a vraiment des choses que, ben, il y en a qui y réfléchiraient avant. Tu vois, ça paraît bête, hein, mais peut-être des fois, on s'en rend pas compte comment ça peut basculer une vie, en fait, tu vois, tout simplement. Tout simplement. Donc, les actions, prévention, actions efficaces, ben, ça serait, ouais, moi, je sais pas, mais là, j'alerte un peu les mairies, etc. Peut-être faire des journées, des trucs comme ça, qui parlent de violence tout court, où on peut avoir des petits stands, je dis des petites idées comme ça, des petits stands, violence conjugale, violence. Bah, après, il y a des journées dédiées à violence conjugale où on fait quand même quelques actions. Il y a des associations qui mènent des journées justement sur certains territoires dédiées aux violences conjugales. Mais je sais pas comment me positionner par rapport à ça. On en fait et c'est très bien, ça touche le grand public. Je sais pas si ça a une vraie répercussion. Je pense que toutes les actions sont bonnes à prendre parce que ça permet d'en parler et d'ouvrir nos chakras et de toucher le maximum de gens. Après, la lutte contre les violences conjugales, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on fasse le bilan. On a commencé en France, la lutte contre les violences conjugales, elle est inscrite depuis très longtemps, mais elle a été portée par le Grenelle des violences conjugales en 2019. Les premiers centres de prise en charge des auteurs ont vu le jour en 2020-2021, donc c'est quand même très récent. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment aussi de faire le bilan, de regarder un peu ce qu'on a fait, de regarder si ça a été utile ou pas utile, et voir comment demain, en fait, on peut mieux appréhender ça, en fait. Je vais parler en profondeur parce que c'est chacun qui trouve sa profondeur. Ça revient à ce qu'on disait depuis tout à l'heure. On a changé d'époque. Ouais. On a changé d'époque et on doit changer de mentalité pour suivre cette époque. Changer de mentalité, ça prend du temps. Bien sûr. Mais voilà, juste déjà prendre conscience qu'on a changé d'époque et que on peut plus faire ce qu'on faisait avant. Mais de toute façon. Mais même avant, on pouvait pas le faire en fait. Hein. C'était juste que c'était toléré et que personne n'en parlait. Mais en réalité, les comportements misogynes, sexistes, violents, etc., c'était pas plus toléré. C'est juste qu'on n'en parlait pas. C'était juste que c'était normal, logique, habituel, acceptable. On parle de violence habituelle dans la loi, par exemple. Moi, je vais alerter là-dessus parce que je pense, hein, à mon avis, on est dans une époque où avant on n'en parlait pas, maintenant on en parle beaucoup. Ouais. Mais d'un sens, beaucoup trop même. Mais d'un sens, c'est très bien parce que j'ai l'infime conviction qu'avant de trouver un équilibre, tu es obligé de passer par des extrêmes. C'est sûr. Donc, c'est chiant. Mais c'est surtout le moment de se dire les temps ont changé et du coup on doit se réadapter tout simplement. On doit s'adapter, c'est pas réadapter, on est des êtres humains donc on s'adapte à tout en fait, donc on doit s'adapter. Dans la prévention, quel est le rôle de la société ? Le rôle de la société, il est plus grand. En fait, là, aujourd'hui, on imagine toujours la prévention comme quelque chose qui dépend des services publics ou des associations, qui dépend de professionnels. Mais la société, en fait, elle a son rôle à jouer dans la prévention, dans c'est ce qu'on disait, dans le fait d'ouvrir, de parler dans les familles, de parler ensemble, de parler partout, de dire ce qui est bon ou mauvais, ce qui est acceptable ou pas. En fait, c'est pas au service public de porter ça. La question des violences conjugales, elle n'est pas portée par l'État, elle n'est pas portée par le gouvernement. Eux, ils mettent en œuvre des politiques publiques qui font que sur certains territoires, on peut avoir des financements pour ça ou ça, pour développer des actions. Mais le sens même de la prévention, c'est quand même la société qui doit le porter, quel que soit notre rôle et notre niveau d'évolution, notre niveau de conscientisation, notre niveau de connaissance, on s'en fiche. De pas connaître ce que c'est la typologie des violences, machin. On sait que le comportement violent est un comportement prohibé. Tout le monde le sait ça. Donc ça, on peut le transmettre sans rentrer dans tous les détails. Mais dans le rôle de la société, tu vois, je suis totalement d'accord avec ça, mais pour un sujet beaucoup plus vaste. C'est le socioculturel. Et on a l'impression que le socioculturel, ça doit forcément venir d'une association ou d'un truc cadre, en fait. Alors que le socioculturel de base, c'est une connaissance qu'on donne
à autrui. Oui. Ça veut dire qu'une personne lambda, par exemple, je dis n'importe quoi, toi, tu es quelqu'un du quartier qui sait jouer du handball. Et ton quartier, tu vois des jeunes qui font rien. Bah, tu peux dire à tes jeunes, hey, tiens, j'ai acheté un ballon, viens, on va aller jouer au handball, tu vois. Bah, t'as une responsabilité sociétale. Voilà, en fait, maintenant, après, pour être en sécurité, oui, il faut créer une association, Oui. etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, là, j'ai donné un exemple, c'est que, en vrai, la société, il faut vraiment qu'on soit unis, en fait. Alors, je sais pas si vous allez comprendre ce que je voulais dire et que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est que moi, il n'y a que l'année prochaine que je vais voter parce que ça y est, j'en ai marre. Mais j'ai très peu voté dans ma vie parce que j'estimais que mon devoir citoyen se trouvait dans ce que je pouvais donner sur le terrain, en fait, en termes d'association, en termes d'engagement, en termes là, il y avait une finale de Ligue des Champions, ben j'ai pris un grand écran, j'ai pris un truc, j'ai ouvert à tout le quartier. On était une vingtaine et c'était cool, c'était vraiment bien, on a passé un vrai moment. Donc, si moi je suis capable de le faire, tout le monde peut faire à son niveau et à sa manière en fait, et ça va changer. Bah, c'est que comme ça que tu peux faire bouger les choses. En fait, c'est pas une Exactement. association dans son coin ou une politique publique dans son coin qui va faire changer quelque chose. C'est juste que ça met des billes dans un rouage et que ce rouage-là, il doit être continué par la société en fait, sans jamais s'arrêter. Tu vois. Après, les gens qui proposent ça, ben faites-le de façon honnête. Quand je dis de façon honnête, c'est que bah faites-le vraiment pour le développement de la société, tu vois, vraiment pour un développement. Ah oui, c'est pas. Moi, je suis arrivé à un stade depuis plusieurs années de me dire que tout ce que je peux donner en tant qu'énergie, en tant que connaissance, ça m'appartient plus. À partir du moment où j'ai donné, ça m'appartient plus. Et des fois, les gens, ils ont du mal avec ça, de se dire oui, je vais faire ça, oui, bah, c'est pour le quartier, par exemple pour un club. Donc je vais faire un club, mais après ils vont dire ouais, mais c'est mon club, c'est moi le président du club. Et du coup, ça devient un autre truc que le social. Au final, ça devient un truc où c'est personnel et c'est plus ouvert à tout le monde. Voilà. Donc faut évoluer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que chacun à son niveau peut faire évoluer la société. Il peut y avoir d'autres personnes qui, peut-être même vous, hein, peut-être que demain, vous êtes en train de nous écouter, nous dire, ah bah, j'ai peut-être le projet, j'aurais aimé faire une assemblée, enfin, des gens, rassembler des gens et de parler de tel sujet. Attendez pas, faites-le. Après, ça peut être un truc très anodin, hein, mais au lieu de, enfin, tu vois, on pense tout de suite gros trucs et tout ça. Mais en fait, juste ton voisin, tu entends ton voisin taper sa femme, ou tu as des suspicions que sa femme est victime de violence, il suffit d'aller lui en parler en fait. Témoin. Et là, du coup, tu as mis une balle décisive là pour du coup la prévention au niveau des témoins. Ouais. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire en tant qu'acteur de la société pour le coup, mais la principale c'est que vous avez le droit et le devoir, à mon sens, d'appeler les forces de l'ordre quand vous entendez ou que vous voyez des violences faites aux femmes. Alors j'appelle ça comme ça, mais ça c'est un grand mot. Des violences conjugales, en tout cas, quand vous entendez quelque chose qui se passe de l'autre côté du mur de chez... Comment vous arrivez à rester consciemment dans votre canapé et vous dire ok, demain ça ira mieux. Non, ça ira pas mieux demain, et demain elle se prendra peut-être plus cher, et après demain peut-être qu'elle sera morte. Donc en fait, vous avez le droit d'appeler. Vous pouvez appeler le 17, vous êtes pas obligé de donner votre identité en soi. Vous pouvez juste dire bah voilà, il se passe ça, j'entends ça, faut venir, et c'est ok. En fait, le principal c'est qu'on soit alerté, que les forces de l'ordre soient alertées et qu'il y ait une réaction qui soit menée. Si vous vous sentez pas capable d'aller voir cette femme victime, et ça s'entend, des fois on n'a pas les bons mots, des fois on sait pas comment faire, en fait, allez en parler. Allez voir à la gendarmerie du coin, allez voir au commissaire du coin en disant ben voilà, j'ai des doutes, ma voisine, je sais pas trop, il se passe ça. Bon, allez voir l'assistante sociale, il y en a certains, j'imagine, sont suivis par des assistants sociaux, vous avez le droit d'en parler en fait, et il faut le faire. Il y a que comme ça qu'on peut réagir. C'est important, et puis c'est pas de se mêler de la vie des gens, parce que des fois j'entends ça. Ouais. C'est ouais, mais c'est leur vie de couple. Ouais, mais non. Tu vois, la violence conjugale, ça regarde tout le monde. Voilà, ben, c'est important de le dire, dans le sens où je le dis hein, parce que je sais que on va dire oui, vulgairement on va dire oui, il faut pas se mêler des histoires de deux personnes qui se sont vues nues. Ouais, mais là on parle de violence conjugale, et si on revient sur le mot violence, il y a aussi la violence verbale. Ouais. Et même moi, il m'est arrivé d'être en colère, de parler, de crier, de parler fort, tout comme toi, tout comme tout le monde en fait, au final. Et en vrai, quand une personne vient
et pas s'interpose, mais vient, dit, ça va, qu'est-ce qui se passe? Si t'es une personne sensée, tu redescends. Oui. Et voilà. Par contre, si t'es une personne qui continue à aller, machin, mais toi, t'es venu, et si tu vois que tu peux pas gérer, bah, t'appelles les policiers. Écoute, j'ai essayé, je suis parti voir, on dit machin, mais ça continue, ça fait peur, ouais, tu appelles. Si tu appelles. Parce que normalement, une personne censée, aussi en colère, qui peuvent être en colère, quand il y a une personne extérieure qui arrive et qui dit, peut-être que la colère va pas se faner comme ça, mais il y aura une descente et ou des fois c'est ma voisine elle m'a dit que, et bah ok, elle vous a dit que elle vivait des trucs horribles chez elle, faites-en quelque chose en fait, tout Bien simplement. sûr. En fait, même si elle est pas ok, une victime de violence conjugale, c'est compliqué. Elle va déposer des choses, mais plus vous avez des choses à déposer, plus à un moment donné, il faudra agir pour elle et avec elle en lui disant, en fait, là, je vais faire quelque chose parce que je peux plus le porter toute seule. C'est important aussi qu'elle soit au courant de ce qui va être fait. Et je me dis de pas lui imposer encore quelque chose en plus, elle le vit. Et en vrai, là, je reviens sur les trucs d'accusation de mensongère. Même si vous avez l'impression qu'il y a une violence à côté, ou bien votre voisine vous a dit, oui, mon mari, comme ça, vous avez des doutes, allez-y quand même. Pourquoi? Parce que ça peut donner des éléments au policier, que ce soit positif ou négatif. Donc ça se peut, le policier va se dire, bon, écoute, on a déjà enquêté je sais pas combien de fois sur cette femme-là, il se passe rien. Tout comme, bon, c'est la 2-3e fois qu'on nous prévient, là ça suffit, boum, on intervient et ça peut sauver la vie d'une personne. Oui, c'est ça. J'irai même plus loin, ça peut sauver la vie d'une famille. Parce que des fois, quand on pense aux victimes, on pense juste aux victimes en soi, mais on pense pas aux victimes collatéraux qui s'appellent la famille, le quartier, comment ils peuvent vivre le truc en fin de compte. Et ça reste dedans, ça reste dans notre inconscient, toute cette violence. Enfin. Et après, si vous vous sentez pas capable d'avoir des forces de l'ordre, il y a tous les travailleurs sociaux qui existent, le CCAS, les maisons de la solidarité, les assistants sociaux, etc., à qui vous pouvez parler aussi. Vous pouvez témoigner, vous pouvez aussi témoigner en, comment dire, j'allais dire en cachet, en anonyme. En anonyme aussi. Ça se fait, vous pouvez appeler les forces de l'ordre, dire l'adresse, etc. et de dire voilà, venez tout de suite, il se passe un truc d'urgent, et si on vous donne votre nom, dites non, je ne donne pas, mais venez tout de suite et vous raccrochez. Ils vont vérifier l'information. Donc il faut vraiment qu'il y ait un truc et qu'ils ont pas de chance ou qu'ils sont sur d'autres interventions qui fait que, mais à un moment donné, voilà. Et il faut pas oublier que la police, attention, ils m'ont pas payé un pot pour dire ça, je le dis tout de suite, c'est des êtres humains en fait. Et c'est des parents. Et c'est des parents, c'est des êtres humains. À un moment donné, ils ont un certain effectif, c'est comme n'importe quel boulot. Ils ont un effectif la journée qui est plus costaud que l'effectif du soir. Donc la gestion. Mais ça reste leur boulot d'intervenir quand il y a des urgences. C'est un métier. Donc voilà, quand on est témoin, quand on entend, il est important de le dire, et il faut pas, rendre ça légitime. Et même nous, dans notre éducation, parce que il m'est arrivé de voir de mes propres yeux un enfant dire à des adultes de sa famille, de dire Tati, elle était avec un autre homme. Et en fait, quand l'enfant veut dire ça, mais il se fait violenter parce qu'ils vont dire ouais, c'est des histoires d'adultes et c'est pas les histoires d'enfants. C'est vrai que les enfants, moi je suis aussi dans l'idée que les enfants ne doivent pas rentrer systématiquement dans les trucs des adultes. Le principe dans les violences conjugales, ils y sont de fait. De fait. Mais en même temps, on peut pas empêcher nos enfants de s'exprimer. Tu vois, il faut leur apprendre à bon, là c'est le moment de t'exprimer. Là il y a des moments où voilà, quand deux adultes discutent, non. Oui. Par contre, si tu as une information, tu peux exprimer. Et après c'est à nous l'adulte de savoir qu'est-ce qu'on fait cette information, d'en parler entre adultes en fait, mais de pas cacher tout de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que en éduquant des enfants comme ça, ça va devenir des adultes où dès qu'ils vont voir un problème ou un truc qu'ils estiment que c'est pas normal, ils vont se dire oh je rentre pas dedans. Parce que quand j'ai vu que c'était pas normal quand j'étais jeune, je me suis fait tabasser, donc ça veut dire que mon raisonnement est pas bon. Donc non, quand il y a quelque chose qui est pas normal, il faut agir en fait, tout simplement.
Donc, on arrive pas loin de la fin de cette fameuse vidéo. Juste, je tiens à dire, si vous me voyez faire des signes comme ça, je ne sais pas, je suis pas trisomique. C'est juste, j'ai pas d'espace, d'espace, des trucs. Non, c'est juste qu'il y a des clients qui passent et je dis que non. Voilà pourquoi c'est important de prendre des rendez-vous, s'il vous plaît. Non, mais en fait, quand je dis c'est prendre rendez-vous, c'est parce que je me suis engagé à faire ce genre d'émission et ça prend du temps, etc. Ce genre de podcast, ça prend du temps et ça rentre aussi dans mon temps de travail, etc. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'évolution de la société et qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'être humain, c'est que moi je peux proposer ça, les gens, il y a des gens qui sont ultra doués en termes de communication à la réunion, sur internet, sur TikTok, sur machin, vous pouvez faire aussi des messages, des trucs comme ça. En fait on peut tous agir pour chacun à notre niveau, à notre niveau pour faire progresser cette société en fait, tu vois. Donc en soi, je te laisse le message final, donc un message aux victimes et à la société. Quel serait ton message? C'est dur ça. Je sais pas si j'ai un message pour les victimes, je suis pas la mieux placée pour faire un message pour les victimes, mais en tout cas, il est nécessaire de faire porter la responsabilité des violences conjugales sur les auteurs. Ça, c'est mon credo et je le crierai s'il faut le crier, pardon. Parce qu'aujourd'hui, justement, on fait trop porter la question des violences conjugales sur les victimes. Il faut en prendre soin de nos victimes, faut les accompagner. C'est des victimes de la société, c'est pas que les victimes d'un auteur. Et du coup, faut qu'on en fasse quelque chose tous ensemble, et je pense qu'on l'a dit suffisamment tout le long de la vidéo. Pour le reste qui ne sont pas encore impactés ou qui se sentent pas impactés, dites-vous que potentiellement dans votre famille, il y a quelqu'un qui est victime de violence à l'heure actuelle, soit un adulte, soit un enfant, et que même si vous vous sentez loin de ce sujet-là parce que ça vous touche pas directement, faites-le pour les autres et parlez-en pour les autres. Voilà. Donc vous avez beaucoup de chance de pas être impacté par les violences conjugales, mais à La Réunion, il y a beaucoup de foyers qui le sont. Il y a beaucoup de mamans qui le sont, il y a beaucoup de grand-mères qui le sont. Retracez les histoires familiales de vos familles, vous verrez qu'il y a de la violence conjugale partout. Et du coup, aujourd'hui, il faut qu'on en fasse quelque chose. J'ébruite pas un secret en disant ça. Faut arrêter. Moi, pour conclure tout ça, alors, nous, ce qu'on voulait dire dans cette vidéo-là, surtout nous, la manière qu'on est placé, notre compréhension, on n'est pas là pour juger les personnes qui font acte de violence conjugale. Au contraire, si on dit les termes, c'est pour que au final on arrête ça en fait et on prenne conscience de certaines choses et qu'on arrête ça. Tout le monde est imparfait. Moi, je vis dans ce prisme-là de se dire qu'on est des êtres humains, dont l'être humain est imparfait. Ok. Si toi, qui écoutes cette vidéo, tu as été auteur de violence conjugale, si tu as été auteur, cette vidéo, elle est pas là pour t'accabler, mais plutôt pour te faire prendre conscience de certaines choses. Et je dirais même que si j'appuie bien un mot, si tu prends conscience de la chose, tu fais en sorte de changer, bah déjà ce sera très bien pour toi personnellement, ce sera très bien pour la société, et je ne cesserai de t'encourager. Par contre, les hommes ou les femmes qui sont violents, qui restent dans cette violence, qui veut faire aucun effort pour sortir de cette violence, qui font des erreurs, qui refont des erreurs, qui refont des erreurs, qui refont des erreurs systématiquement, je n'ai aucune sympathie, je n'ai aucun respect, et je vous porterai pas dans mon cœur pour être poli. Non, stop à la violence conjugale. Là, je parle aux hommes parce que je suis un homme. Les gars, venez qu'on essaie d'inverser ce truc-là parce que c'est trop, en fait. C'est trop. Et je sais pas vous, moi, en tant que Réunionnais, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ces trucs-là. J'en ai marre de voir ces trucs-là parce que je crois en nous. Et je crois en notre cœur. Et je crois en ce qu'on est capable en tant que Réunionnais. Et à un moment donné, il faut stopper ça.
il y a d'autres choses qui vont être plus compliquées dans la vie, donc allons essayer de nous élever, parce que ce qui va nous tomber dans la gueule dans quelques années, il faut qu'on s'élève. Vraiment. Donc, non, moi, si t'es violent, avéré, j'appelle de violence avérée, même pas la peine, j'aime pas me parler, on n'est pas de, je m'entendrai pas. C'est pas, non, c'est pas possible. Et encore une fois, je suis pas là en train de juger, je suis pas là en train de faire le messie, je suis très imparfait, mais dans toutes mes imperfections, je suis très dur envers moi-même, donc je fais en sorte de travailler pour changer, pour progresser, etc. Et c'est pour ça que je suis hyper exigeant là-dessus, donc j'aurai une exigence face aux personnes qui sont en face de moi, qui n'ont pas envie de progresser. Ça peut arriver, malheureusement. Ouais, moi je crois profondément que tout le monde peut changer, j'espère donc. Dans tout ce qu'on a dit, malheureusement, par rapport à l'histoire, tout ça, s'il y en a qui ont réussi à pas le faire, ben déjà chapeau, ouais. Déjà vraiment chapeau. Et chapeau à moi. Non, mais déjà chapeau. Mais ce qui est arrivé, courage à vous, parce que si vous vous en sortez de ça, vous serez encore plus méritant en fait. Donc en vrai de vrai, si j'étais pas persuadé au fond de moi, si on n'est pas tous persuadés qu'on peut tous changer, ben ça sert plus à rien en fait. À un moment donné, ça sert plus à rien. Donc je vais conclure là-dessus. Faites l'amour, faites pas la guerre. Ça part en couille. Non, en vrai, il faut arrêter la violence. Il faut arrêter la violence, les violences conjugales. Faut arrêter, il faut plus de respect. Faut plus de respect en tant qu'être humain, parce que là on est en train de toucher un vrai sujet. Faut arrêter tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Encore désolé, vous allez voir plein de petites coupures, plein de petits gestes bizarres, etc. Mais c'est la réalité de notre direct. Et j'espère que ça va vous aider. Je vais faire cette vidéo en 2 parties, parce que c'est long. Et parce que il faut bien le temps d'analyser. On a une personne qui c'est son métier, donc on a eu des vrais chiffres, on a eu une vraie expérience face à moi. C'est pas une personne où on parle de violence comme si je parle avec un ami, où au final nous tout ce qu'on connaît c'est ce qu'on voit dans les journaux, ce qu'on peut voir autour de nous. Là c'est une personne qui travaille tous les jours malheureusement dans ces conditions là et dans d'autres conditions qui sont terribles. Donc et qui reste quand même persuadé que on peut changer humainement, on peut tous changer humainement. Donc voilà, c'est ça. Je vous encourage tous à le faire et plein de bonnes choses. Courage à ceux qui ont vécu ces situations. Courage aux familles qui ont vécu ces situations. Courage aux auteurs qui veulent se sortir de là réellement, parce qu'il faudra beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force. Il faut pas se mentir. Et courage aussi aux familles, ou ceux qui sont autour qui connaissent des auteurs, parce que quand il faut l'aider, c'est pas le cacher. Le cacher, c'est pas l'aider. L'aider, c'est le mettre devant son fait accompli, devant ses actes, et quitte à que de toute façon si la personne veut vraiment changer, à un moment donné elle va pas vous en vouloir, tu vois, plus tard. Mais si elle veut pas changer, bah forcément elle va vous avoir avis, mais là vous en tout cas vous allez pas vous en vouloir vous. Donc voilà, je vous remercie, plein de bonnes choses, je vous dis à bientôt, ciao.